J'étais brisée. Des années à prendre soin de maman pour découvrir que ma propre sœur, celle qu'on disait si gentille, avait tout manigancé. Mais je suis loin d'être stupide, et voici comment je l'ai piégée. Le silence assourdissant de la vérité. Je n'ai jamais été le préféré, ça c'est clair. Dans notre famille, il y avait Sophie, la brillante, l'artiste, celle qui réussissait tout sans effort apparent. Et puis, il y avait moi, Marc, le discret, celui qui se contentait de faire son travail sans faire de vagues. Maman disait toujours, avec un sourire attendri pour Sophie et un simple hochement de tête pour moi. Oh, Sophie a tellement de talent, c'est une âme sensible, et Marc, lui, il est solide comme un roc, toujours là pour aider. Solide comme un roc. C'est comme ça qu'elle me voyait. Un meuble utile, fiable, mais pas vraiment quelqu'un. Cette dynamique, je l'avais acceptée, ou plutôt, je m'y étais résignée depuis l'enfance. Sophie avait les compliments, les encouragements, les cadeaux extravagants. Moi, j'avais les responsabilités, les corvées et un vague sentiment d'être transparent. Et pourtant, j'aimais ma famille. Enfin, j'aimais l'idée de la famille. Quand maman est tombée malade, il y a 5 ans, ça a été comme un tsunami silencieux dans nos vies. Au début, c'était subtil. Des oublis, des moments de confusion. Puis ça s'est aggravé inexorablement. Alzheimer, le diagnostic est tombé comme un coup près. Sophie, bien sûr, était trop sensible pour gérer ça. Elle avait besoin de se concentrer sur son art, de ne pas se laisser submerger par la tristesse. Des phrases toutes faites, débitées avec un air contrit, mais qui, en réalité, signifiaient « Débrouille-toi, Marc ». Alors je me suis débrouillée. J'ai pris des congés sans solde, j'ai réorganisé ma vie et je me suis installée chez maman. Les premiers mois ont été les plus durs. Voir cette femme forte, indépendante, se perdre petit à petit, devenir dépendante, c'était déchirant. Il fallait tout faire. Les repas, la toilette, les médicaments, les rendez-vous médicaux, les nuits blanches quand elle était agitée. Et Sophie? Elle passait de temps en temps pour voir comment allait maman, apporter une boîte de chocolat, rester 1 heure en parlant surtout d'elle, de ses projets, de ses angoisses d'artiste, et repartait, l'air épuisé d'avoir fait un tel effort. Au début, j'étais juste trop occupée, trop fatiguée pour ressentir autre chose que de l'épuisement et une vague tristesse. Mais petit à petit, une amertume a commencé à monter. Je voyais bien le contraste. Sophie, la fille prodigue, qui se permettait de donner des leçons de morale sur l'importance de profiter de la vie, alors que moi, ma vie était en pause, réduite aux 4 murs de cette maison, aux gestes répétitifs du quotidien, à la douleur de voir maman s'éteindre. Un jour, j'ai craqué. Sophie était venue déjeuner, encore une visite éclair. Elle parlait de son exposition, de ses critiques dithyrambiques, du vernissage prévu la semaine suivante. Moi, j'avais passé la nuit à changer les draps souillés de maman, à la calmer pendant ses crises d'angoisse. Pendant le repas, elle a dérapé. Elle a dit avec son ton condescendant habituel, « Tu sais, Marc, tu devrais penser un peu à toi. Tu te laisses complètement absorber par tout ça. Tu vas finir par t'oublier. » C'était la phrase de trop. J'ai posé ma fourchette, j'ai respiré profondément pour ne pas exploser. Et j'ai répondu, calmement, mais avec un tranchant que je ne me connaissais pas. « Sophie, tu sais ce que je pense ? Je pense que tu devrais arrêter de te donner bonne conscience à bon compte. Tu viens ici 1 heure par semaine, tu déblatères tes banalités sur la vie, et tu repars en te sentant merveilleuse d'avoir soutenu ton frère. Mais la vérité, c'est que tu ne fais rien. Absolument rien. Moi, je suis là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je nettoie la merde de maman, je la nourris, je la lave, je la rassure quand elle hurle de peur la nuit. Alors, la prochaine fois que tu as envie de me donner des leçons de vie, ferme-la. Juste, ferme-la. » Le silence a suivi mes paroles, un silence pesant, chargé de toutes les non-dits, de toutes les rancœurs accumulées depuis des années. Sophie m'a regardé les yeux ronds, visiblement choquée. Puis avec un petit sourire pincé, elle a dit « Oh là là Marc, tu es bien tendu, tu devrais vraiment te détendre. Tu sais, le yoga, la méditation, ça pourrait t'aider. » Et elle a repris son déjeuner, comme si de rien n'était. Ce jour-là, j'ai compris. J'ai compris que pour Sophie, j'étais juste invisible. Mes efforts, mon sacrifice, ma douleur, tout ça n'existait pas à ses yeux. Elle vivait dans sa bulle dorée, persuadée d'être supérieure, de tout savoir mieux que les autres. Et moi, j'étais juste le roc solide, celui qui devait se débrouiller sans rien attendre en retour.
Les mois ont passé, toujours pareil. La maladie de maman progressait, ma fatigue augmentait, et la présence de Sophie restait épisodique, superficielle. Je me suis renfermée sur moi-même, absorbée par les tâches quotidiennes, par la douleur sourde de voir maman s'éteindre. Je n'avais plus de vie sociale, plus de loisirs, plus d'énergie, pour rien d'autre que maman. Puis un matin, un coup de fil. L'hôpital. Maman avait fait une pneumonie. Son état était critique. J'y suis allée en courant, le cœur battant la chamade. Je l'ai trouvée inconsciente, branchée à des machines, le visage pâle, ridé. Les médecins n'étaient pas optimistes. « Il faut vous préparer au pire », m'ont-ils dit. Sophie est arrivée plus tard, les yeux rougis, mine défaite. « Oh Marc, c'est terrible, terrible, pauvre maman !» Des larmes de crocodile, je pensais. Mais j'étais trop épuisée pour réagir. Nous avons passé la nuit à l'hôpital, assis dans la salle d'attente, à attendre le verdict. À l'aube, le médecin est venu nous annoncer la nouvelle. Maman était partie. Le choc, la douleur, le vide immense. J'ai eu l'impression de basculer dans un autre monde, un monde gris, silencieux, où tout espoir était mort. Sophie pleurait à chaudes larmes, se jetant dans mes bras en sanglotant. « Oh Marc, on est orphelins. On est tout seul maintenant. » Seule? Elle avait une vie, un mari, des amis, une carrière brillante. Moi, j'avais juste maman. Et maintenant, il ne restait plus rien. Les jours qui ont suivi ont été un flou total. Les obsèques, les démarches administratives, le notaire, tout s'est enchaîné, mécaniquement. Le jour du rendez-vous chez le notaire, Sophie était étrangement souriante, presque guillerette. Ça m'avait frappée, mais j'étais trop abasourdie pour y prêter attention. Le notaire, un homme petit, chauve, avec une voix monocorde, a commencé à lire le testament. Des formules juridiques complexes, des articles de loi, je n'écoutais qu'à moitié, perdue dans mes pensées, dans le souvenir de maman. Puis soudain, un mot a attiré mon attention. Sophie, legs. L'ensemble des biens. J'ai redressé la tête, incrédule. J'ai cru que j'avais mal entendu. Le notaire a continué à lire, imperturbable. Et là, la vérité a éclaté, brutale, assourdissante. Maman léguait tout à Sophie. Absolument tout. La maison familiale, les comptes bancaires, les meubles, les souvenirs, rien pour moi, zéro. Nient, nada. J'ai regardé Sophie, sidérée. Elle avait un petit sourire satisfait, presque triomphant au coin des lèvres. Elle a croisé mon regard, et là j'ai vu. J'ai vu la vérité, crue, laide, implacable. Elle le savait. Elle savait depuis le début. Elle avait manigancé ça dans mon dos, pendant des mois, pendant des années peut-être. Elle avait manipulé maman, profité de sa faiblesse, de sa maladie, pour la convaincre de la déshériter. Moi, celui qui avait tout sacrifié pour maman. Celui qui l'avait aimée, soignée, jusqu'au bout. La colère, une colère noire, froide, glaciale, m'a envahi. J'avais envie de hurler, de casser quelque chose, de la frapper même. Mais je suis restée assis, immobile, le corps paralysé, le cerveau en ébullition. J'ai réussi à articuler d'une voix étranglée. « Sophie, explique-toi. Explique-moi ça. » Elle a haussé les épaules avec un air faussement désolé. « Oh Marc, ne te fâche pas, maman a fait son choix. Il faut respecter ses dernières volontés. » Ses dernières volontés? Tu appelles ça ses dernières volontés? C'est toi qui as écrit ce testament, Sophie. Je le sais, je le sens. Maman n'aurait jamais fait ça. Jamais. Elle a soupiré en roulant des yeux. Écoute, Marc, je ne vais pas me justifier. Maman savait ce qu'elle faisait. Et puis, soyons honnêtes, tu n'as pas besoin de cet argent. Tu as ton travail, tu te débrouilles très bien. Moi, avec ma carrière d'artiste, c'est différent. J'ai besoin de sécurité, de stabilité financière. Sécurité, stabilité financière? Elle vivait dans un loft de 200 mètres carrés. Elle voyageait à l'autre bout du monde pour ses expositions. Elle dépensait des fortunes en vêtements de créateurs. Et moi, je n'avais pas besoin d'argent? Moi qui avais mis ma vie entre parenthèses, qui avais sacrifié ma carrière, mes économies, mon temps libre, pour m'occuper de maman. J'ai serré les poings, tellement fort que mes ongles se sont plantés dans la paume de mes mains. Tu es répugnante, Sophie. Tu es vraiment répugnante, je te dégoûte. Elle a ricané un petit rire sec, méprisant. Oh, ne fais pas ta sainte ni touche, Marc. On sait tous les deux que tu n'as jamais vraiment aimé maman. Tu as juste fait ça par sens du devoir, par obligation. Moi au moins, je l'aimais sincèrement avec mon cœur. C'était trop. J'ai senti le sang monter à ma tête, la rage me submerger. J'ai failli me lever, lui cracher ma haine au visage, la gifler même. Mais je me suis retenue. Je me suis souvenue de maman,
de sa douceur, de sa gentillesse, de sa dignité. Je ne voulais pas me rabaisser au niveau de Sophie, me laisser entraîner dans sa bassesse. J'ai vendu ma voiture, j'ai loué un petit appartement modeste, j'ai acheté du matériel photo d'occasion et j'ai réservé un billet d'avion pour l'Asie du Sud-Est. Une destination lointaine, exotique, inconnue. Un nouveau départ, une page blanche. Avant de partir, j'ai envoyé un message à Sophie. Un message court, simple, sans colère, sans rancœur. Juste une phrase. Garde l'héritage. Moi, je prends ma vie. Je ne sais pas ce qu'elle a pensé en lisant ce message. Peut-être qu'elle a ricané, qu'elle m'a traité de fou, d'irresponsable. Peu importe. Son opinion n'avait plus aucune importance pour moi. J'étais libre, enfin libre. Et c'est ça, je crois, la chose la plus intelligente que j'ai jamais vu quelqu'un faire. Pas Sophie, bien sûr, avec ses manigances mesquines, son appât du gain, son intelligence froide et calculatrice. Non, l'intelligence, la vraie, c'est celle qui m'a permis de me relever, de transformer la douleur en force, la trahison en liberté. C'est l'intelligence du cœur, l'intelligence de la vie, celle qui nous pousse à choisir le bonheur, la vérité, l'authenticité, même quand tout semble perdu. Aujourd'hui, je suis loin, très loin de cette maison familiale, de cette vie étriquée, de cette sœur toxique. Je voyage, je photographie, je découvre le monde, les gens, moi-même. Je suis heureux, plus heureux que je ne l'ai jamais été. Et parfois le soir, face à un coucher de soleil flamboyant, devant un paysage grandiose, je pense à maman. Je me dis qu'elle serait fière de moi. Fière de son roc solide qui a enfin appris à voler de ses propres ailes. Et je souris. Un sourire de gratitude, de paix, de liberté. Le sourire de celui qui a compris que la vraie richesse, ce n'est pas l'héritage, mais la vie elle-même. Et que la plus grande intelligence, c'est de savoir la saisir, la vivre, pleinement, intensément, sans jamais se laisser voler son âme.